Notre invité politique ce matin, c'est Alain Griset. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nos ministres délégués chargés des petites et moyennes entreprises. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence par la montagne et le couperet qui est donc tombé hier soir. Les remontées mécaniques ne rouvriront pas pour le mois de février. Pas de date de réouverture annoncée par le gouvernement. Est-ce que vous dites ce matin clairement, c'est une saison blanche pour les professionnels de la montagne? Je pense qu'il faut se rendre à la réalité aujourd'hui telle qu'elle est. Nous avons hier, avec le Premier ministre, une réunion avec les différents acteurs de la montagne pour regarder avec ces acteurs de quelle manière nous allons les accompagner, parce que je pense qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui de donner une visibilité suffisante pour leur permettre d'espérer de rouvrir, en tout cas pour les vacances de février. Et ni pour après? On ne peut pas aujourd'hui donner vraiment d'informations, mais pour l'instant, la tendance est plutôt négative. Plutôt une saison blanche. Qu'est-ce qui s'est dégagé au cours de cette réunion? Quels seront les accompagnements exceptionnels que vous pouvez mettre ou ceux que vous pouvez mettre en plus pour les soutenir? Tout d'abord, vous avez raison de dire que ça va être exceptionnel, parce que ça soit pour les remontées mécaniques pour lesquelles on a négocié avec l'Europe une disposition tout à fait particulière, que ça soit pour les moniteurs de ski, que ça soit pour l'ensemble des commerces, y compris dans la vallée, qui vont être concernés par les fermetures, que ce soit même pour les industriels du secteur du ski. En fait, c'est l'ensemble de l'écosystème. Voilà, l'ensemble de l'écosystème qui est concerné. D'ailleurs, hier, il y a eu des demandes nombreuses justifiées des acteurs de la montagne, et le Premier ministre nous a demandé de continuer d'affiner les dispositifs pour qu'au bout du compte, même si j'ai bien conscience que c'est toujours un arrache-cœur pour tout le monde de pas ouvrir, pas travailler, on essaye au maximum de compenser les difficultés financières. Est-ce qu'il y a des angles morts, des trous dans la raquette? Comment on fait pour penser à tout? Parce que finalement, vous avez aussi les communes qui elles-mêmes, enfin en cascade, tout le monde est impacté. Oui, il y a eu par exemple les syndicats des moniteurs de ski, enfin... Il est possible vous avez des solutions pour tous? On va trouver des solutions pour tous, comme on le fait avec Bois de Lemer à Bercy dans les autres secteurs économiques. Et qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes par rapport aux acteurs de la filière? Non, on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes, on dit qu'il y a des spécificités. On essaye naturellement, c'est la fonction qui est la mienne et sur laquelle le Premier ministre me demande de travailler. Au fur et à mesure qu'un acteur nous dit, ben voilà, vous avez oublié telle ou telle mesure, tel ou tel acteur, nous regardons comment, dans les dispositifs existants, ou s'il faut les étendre, on peut trouver des solutions. Mais comment on fait par exemple? Parce que la montagne, c'est beaucoup de saisonniers. Comment on fait pour indemniser ces saisonniers qui ont un statut très particulier finalement? Elisabeth Borne a déjà indiqué depuis plusieurs semaines que pour les saisonniers, il y aurait une prise en charge qui va être prise en compte. Alors après, il y a la durée qui leur permet, après la saison, de pouvoir bénéficier à des droits. Donc nous avons regardé ça, Elisabeth Borne est mobilisée là-dessus, et les saisonniers ont fait partie des priorités depuis le début. On a aussi les résidences hôtelières qui sont concernées. Enfin, voilà, la montagne, c'est un écosystème qui est très riche en diversité. On a la chance d'avoir des acteurs qui sont très mobilisés, qui sont même qui font des propositions, et donc on a un travail que je considère comme très constructif. Et est-ce que vous irez jusqu'à indemniser par exemple des propriétaires d'appartements qui ont l'habitude de louer pendant la saison et qui ne pourront pas cette année parce qu'il n'y a pas de saison? Oui, ce que j'évoquais, les résidences hôtelières, les résidences services. Non, mais même les particuliers qui sont propriétaires. Les particuliers vont toucher les loyers. En réalité, s'il n'y a pas de location saisonnière. Le dispositif, les propriétaires ont des appartements qu'ils ont une garantie de location par des structures. Je ne vais pas citer les noms, enfin il y a 4 ou 5 grands opérateurs qui assurent les loyers des propriétaires. Et donc nous, on est en relation avec ces opérateurs pour compenser le manque de recettes. Qu'on soit clair, Alain Griset, le gouvernement hier a annoncé notamment une prise en charge des coûts fixes des entreprises des secteurs de la montagne. Concrètement, qu'est-ce que sont ces coûts fixes et est-ce que toutes les entreprises sont concernées? La réponse, les entreprises concernées, oui. Ensuite, il y a des... Quelle que soit la taille, quel que soit le chiffre d'affaires, tout le monde est concerné. Il n'y a pas de critères qui excluent qui que ce soit. Alors, naturellement, ce n'est pas les mêmes. Les coûts fixes de remontée mécanique sont bien plus importants que le coût fixe du commerçant de la vallée. Mais en tout cas, quelle que soit l'activité, l'objectif du gouvernement, c'est de trouver un dispositif qui permet de compenser ces coûts fixes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le terme de coût fixe, précisément? Alors après, il y a une définition. Il y a encore, avec la Commission européenne, une discussion, d'ailleurs pas seulement pour la montagne, pour regarder, par exemple, on exclut des coûts fixes, les amortissements, les emprunts. Après, tout le reste, d'abord, il faut savoir qu'il y a une prise en charge à 100% de l'activité partielle.
il y a exonération de cotisations sociales, et puis après les coûts fixes, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement classique d'une entreprise. Et donc un loyer par exemple, ça sera pris en charge alors par les l'État ? loyers, naturellement, sans aucun doute. Il y a également les coûts d'électricité, les coûts d'une entreprise, et on fait la liste à chaque fois, et la remontée mécanique a des coûts fixes plus importants. Donc on prend en disposition, et on a obtenu de la Commission européenne la possibilité d'avoir des dispositifs particuliers. On a encore une discussion qui n'est pas tout à fait finalisée, mais j'ai bon espoir que dans les quelques jours, ça sera fait. Qu'est-ce qui bloque de la part de la Commission européenne ? Non, ce sont souvent les montants. Puisque là, vous savez, le Fonds de solidarité, qui est un des outils majeurs des 4 dispositifs qu'on met en place, à côté des prêts garantis par l'État, activité partielle et cotisation sociale. Nous avons commencé au mois de mars dernier à 1 500 € par entreprise, avec des critères d'exclusion. Il ne fallait pas faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, il fallait plus avoir plus de 11 salariés. Là, on est sur des dispositifs. Il y a un dispositif à 10 000 € de compensation de chiffre d'affaires, ou 20% jusqu'à 1 million d'euros. Au-dessus d'1 million d'euros, on arrive jusqu'à 3 millions de compensation possible. Et là, on a un dispositif de discussion qui permet d'aller jusqu'à 10 millions. Donc, voilà, on a vraiment adapté en fonction des situations, en fonction des besoins aussi. Parce qu'on comprend bien, l'objectif du président de la République qui a été édicté au mois de mars dernier, c'est de dire priorité aux sanitaires. C'est qu'on continue à faire. Mais on essaie de maintenir le tissu économique. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une crise économique classique, on est d'abord sur une crise sanitaire. Et l'objectif, au moment où on tourne la clé de la reprise, c'est qu'on puisse très vite reprendre, ce qui s'est passé d'ailleurs au mois de mai dernier, pour, au bout du compte, notre pays, à côté de la reprise, aussi en profite pour se transformer, et que la petite lumière étant au bout du tunnel, la France soit plus forte sur le plan économique qu'elle était avant. Est-ce juste pour finir sur la montagne, est-ce que tout a été annoncé hier, ou est-ce que vous réfléchissez à de nouvelles aides encore pour ce secteur ? Non, hier on a bien identifié les demandes. Je vais, avec Bruno Le Maire, regarder encore avec les acteurs comment on doit finaliser les quelques aspects qui restent encore à finaliser. Mais nous serons prêts, le moment venu, de façon à les accompagner. C'est quand le moment venu ? Je veux dire, c'est une question de 15 jours, 3 semaines. Mais enfin, finir la discussion avec la Commission européenne. Mais enfin, il n'y a aucun doute qu'on indemnisera. Et d'ailleurs même, j'ai indiqué hier qu'on pouvait commencer à avoir des demandes pour payer une partie, pour que la liquidité soit disponible assez vite, parce qu'il y a aussi une question de liquidité immédiate. Oui, c'est ça, parce que les aides, elles ont été annoncées, mais elles vont arriver quand, concrètement, à ces professionnels de la montagne ? Pour le mois de janvier, les demandes peuvent être faites très vite au mois de février, et même si, dans un premier temps, on n'a pas le dispositif finalisé, on donnera déjà les dispositions existantes leur permettant de commencer à avoir des aides. Par exemple, si on n'est pas totalement terminé les négociations sur les 10 millions, la négociation sur les 200 000 et 3 millions sont terminées, on pourra aller jusque-là. Bon, si on vous suit bien, il n'y aura pas de mouvement de contestation ou de fronde autour des problématiques de la montagne. Tout est géré. Je ne sais pas. Si vous ont dit je n'espère pas. Non, mais les élus. Vous leur avez annoncé ces mesures. Non, mais les élus, eux, sont là pour nous demander clairement un accompagnement maximum au regard de la situation qu'ils vivent. Mais je n'ai pas entendu, je n'ai pas senti de volonté de contestation. Il y a une réalité qui est là, sanitaire. On a affaire à des élus qui sont responsables et qui comprennent la situation qui nous amène. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur que le président, le Premier ministre, dit qu'on doit fermer la montagne. On le ferme pour des raisons claires et nettes sanitaires. Et donc, à partir du moment où nous fermons, il est normal que nous essayons de compenser et d'accompagner. Alors, à propos de contestation, c'est chez les restaurateurs que ça ne se passe pas très bien. Il y avait un mot d'ordre national hier. Est-ce qu'il a été suivi des restaurateurs qui disaient qu'ils allaient rouvrir leur établissement pour la journée ? Tout d'abord... vous avez eu des retours là-dessus ? Je ne crois pas qu'il m'arrive de passer 2 jours sans avoir de réunion avec les restaurateurs. C'est un secteur que nous accompagnons beaucoup, avec lequel nous avons une discussion régulière sur tous les sujets. Le mouvement d'hier n'était pas fondé pour vous ? Comment très clairement, bon. Avant tout, je pense il faut que je rappelle que je comprends très bien la difficulté intellectuelle, psychique, morale de ceux qui considèrent qu'il y en a marre de ne pas travailler. Voilà. Pour les restaurateurs, l'important, c'est d'être derrière son fourneau, de voir ses clients, et que c'est très difficile, quel que soit ce qu'on fait sur le plan financier, de ne pas ouvrir. Bon, ça, je comprends très bien. Bon, par mon parcours, par le fait que je connais tous ces gens très bien, je comprends et j'accepte ce qu'ils nous disent, ça. Parce que je le sens moi-même, donc il n'y a pas de difficulté. Mais par ailleurs, les dispositifs qui ont été mis en place sont comme une mesure.
avec ce qui était imaginé. Et donc, très honnêtement, je le dis, il est inacceptable, et nous n'acceptons pas que certains bravent la règle, vont à l'encontre de la loi. Et les mesures seront prises, Bruno Le Maire l'a dit hier, très fermes, de fermeture administrative. Alors, ils sont fermés, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et puis surtout, après, derrière, dès qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas cette fermeture, ça sera stop au fonds de solidarité, 1 mois la première fois, et si jamais il y a récidive, ça sera stop au fonds de solidarité d'une façon globale. Je rappelle quand même. Des sanctions. Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions? Parce que Bruno Le Maire a annoncé ça hier matin. Est-ce qu'il y en a eu sur les restaurateurs qui ont ouvert hier? D'abord, hier, il n'y en a quasiment pas qui ont ouvert. Est-ce que vous avez quelques chiffres ou un ordre? Non, mais c'est, je veux dire, vraiment des cas très marginal. Bon, et hier, j'ai été encore avec leurs représentants. Non, de toute façon, la profession elle-même dit stop. Elle en fait assez, la profession, justement, pour dire il ne faut pas, pour dire à ces restaurateurs, n'ouvrez pas. C'était très clair. Le message est clair. Oui, c'était très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté, parce qu'on travaille avec eux tous les jours. Je pense qu'on répond vraiment à leurs demandes. Je rappelle quand même, c'est pour les restaurateurs les plus petits en taille, c'est 10 000 € de compensation de chiffre d'affaires. Jusqu'à 1 million d'euros, c'est 20% de chiffre d'affaires. Je rappelle qu'eux-mêmes demander 15% de compensation de chiffre d'affaires en disant à 15%, on arrive à couvrir les frais. Nous sommes à 20%. Et qu'au-delà de 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires, on peut aller jusqu'à 3 millions de compensation. C'est beaucoup plus qu'au premier confinement. Oui, c'est ça comme une mesure, puisque c'était 1 500 €. Qu'à côté de ça, il y a 100% d'activité partielle, exonération de cotisation sociale. Donc sur le plan financier, très très honnêtement, je pense que nous sommes à une situation qui permet de compenser. Par contre, vous êtes obligé de tenir le même discours que pour la montagne. En réalité, vous naviguez à vue. Il n'y a aucune perspective à donner aux restaurateurs aujourd'hui. Vous ne savez pas quand est-ce que les restaurants, les bars pourront ouvrir. Personne ne le sait. Très clairement non. Mais qui est capable, y compris dans le milieu médical, de nous dire à quel moment la situation sanitaire sera telle qu'on pourra dire ouvrez? Mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme perspective du coup aux restaurateurs qui ne demandent qu'à pouvoir travailler en fait? Quel sera le critère pour la réouverture des restaurants? Non, mais la perspective d'abord, il y a une perspective, c'est on a le virus et puis on a le vaccin qui permet de dire dès que nous serons livrés suffisamment, on va vacciner et il y arrivera un moment que j'espère le plus rapide possible où avec le vaccin et puis avec le comportement des Français. Le pari que le président a fait en responsabilité, c'est de dire nous allons réussir à maintenir et à diminuer le nombre de virus par jour, le nombre de cas de personnes infectées par jour, et on va réussir à ne pas confiner, avec l'objectif qu'au fur et à mesure, ce nombre descend. Et combiné avec les vaccins, on va avoir un croisement des courbes qui nous permettra de dire, ben voilà, le jour venu, le président avait fixé à 5000 cas par jour. Au mois de décembre, on est autour de 18-20 000. Bon, si on arrive à descendre en dessous de 10 000 en direction de 5 000, je pense que là, on aura des perspectives plus intéressantes. Vous pensez que c'est encore faisable, c'est encore jouable? Naturellement que je pense que c'est tout à fait faisable. En dessous de 10 000, vous commencez à envisager la réouverture des... Non, je ne dis pas ça, mais le président avait dit 5 000. Donc moi, je reste sur ce que le président a dit. Mais je pense sincèrement qu'entre le couvre-feu, respecter vraiment au maximum et le fait que le variant anglais ne prenne pas le dessus, on a là un petit trou de souris, un passage qui nous permet d'espérer de rester dans cette situation. Ce matin, dans le journal Le Parisien, Guillaume Pelletier, qui est le numéro 2 des Républicains, propose de créer une TVA à 0% pour les restaurateurs et les hôteliers et de transformer les prêts garantis par l'État en fonds propres. Est-ce que vous y seriez favorable ? La TVA, à plusieurs reprises, il y a eu des demandes. La réponse a toujours été très claire. Nous n'avons pas pour objectif de toucher à la TVA. Bon, pour une raison très simple, c'est qu'à un moment donné, les représentants qui proposent ça nous diront « Mais attendez, le déficit de l'État, comment vous remboursez ?» Bon, la TVA, c'est une des rares recettes aujourd'hui que l'État peut bénéficier, donc il n'a pas envisagé d'y toucher. Sur les prêts garantis par l'État, il y a sans aucun doute un sujet sur lequel nous travaillons déjà, puisque il y a eu 1 an de différé. Nous avons renégocié, maintenant il y a 2 ans de différé. Beaucoup de représentants, à juste titre, nous disent mais ça veut dire qu'on va devoir rembourser 25% de notre chiffre en 4 ans. Ce qui peut paraître, pour certains cas, difficile. Donc, avec Bruno Le Maire, nous allons regarder, là aussi, avec la Commission européenne, pour voir de quelle manière
il est possible ou pas, peut-être d'étaler, de trouver des solutions. D'étaler ou d'annuler ? Non, on n'envisage pas d'annuler. C'est un emprunt. Vous savez, à un moment donné... C'est-à-dire, vous ne direz pas à ces entrepreneurs, à ces chefs d'entreprise, ce que vous avez emprunté, l'État vous l'annule. Je rappelle que c'est 130 milliards. Bon, c'est pas tout à fait anecdotique. Et le principe du prêt, c'est qu'on rembourse. Il y a d'autres éléments, comme le fonds de solidarité. C'est une subvention qui est donnée, exonération de cotisation, c'est donné, activité partielle, c'est donné. Ça a toujours été dit comme tel. Le prêt, c'est un prêt. Que ce soit l'État d'ailleurs ou que ce soit les entreprises, lorsqu'on emprunte, on paye. Par contre, on peut toujours regarder les étalements, ça c'est tout à fait possible, de façon à soulager le trésorerie des entreprises. Permettez-moi aussi de préciser qu'à côté des prêts garantis par l'État, il va y avoir les prêts participatifs, qui vont d'ailleurs être hors bilan. Il y a possibilité pour ceux qui ont besoin de fonds propres d'avoir des avances remboursables. Donc en termes de liquidité, on a un certain nombre d'outils pour accompagner les entreprises. Il n'y a pas un risque qu'un certain nombre de ces prêts ne soient pas remboursés simplement parce que les entreprises font faillite ? Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là, notamment sur les petites et les moyennes entreprises ? Pour l'instant, la Banque de France nous a dit qu'il y a à peu près 65% des prêts qui n'ont pas été utilisés. Mais sur les faillites, les entreprises qui ferment ? Écoutez, pour l'instant, sur les faillites, on a 30% de faillites en moins en 2020 qu'on en a eu en 2019. Comment vous expliquez ça ? C'est la force du dispositif mis en place ? C'est l'accompagnement de l'État. Bon, ce que nous essayons... Est-ce que ça va tenir en 2021 ? C'est notre objectif. L'objectif, c'est d'avoir des dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises les plus en difficulté. La question, un moment où ça s'arrêtera, ça peut pas. Qu'est-ce qui va se passer après le quoi qu'il en coûte ? Parce que là, pour le moment, l'État est derrière ces entreprises. Ça peut pas durer éternellement. Bercy a été très clair. Une fois que la crise sanitaire sera passée, le quoi qu'il en coûte, ça sera terminé. Qu'est-ce qui va se passer pour ces entreprises après ? Là, on est dans une logique normale de l'économie. L'État accompagne parce qu'il y a la crise sanitaire et qu'il faut accompagner les entreprises. À partir du moment où on sera dans une économie qui reprendra un fonctionnement normal, l'État n'a pas vocation à financer sans arrêt, parce que c'est l'argent public. Ça veut dire que le plus dur est à venir pour les petites et moyennes entreprises ? Non, ça veut dire que on va regarder ça naturellement au quotidien. On a un modèle qui a été ponctuel, mais qui peut peut-être nous servir d'élément de comparaison. C'est ce qui s'est passé entre le 11 mai dernier et le mois de septembre. Au moment où il y a eu la reprise a été assez dynamique, et globalement, on n'a pas vu entre mai et septembre une accélération des défaillances. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas mesuré. C'est du concret, c'est du vécu. Donc la question, est-ce qu'il y aura en 2021 plus de défaillances qu'en 2020 ? Peut-être, parce que, admettons qu'on reprenne la vie économique classique, on devrait être à peu près à 50 000 défaillances. Nous étions à 35 000. Ça, c'est l'étillage classique. Habituel. Donc, qu'on reprenne 50 000, à la limite, même si c'est toujours dramatique une défaillance, mais d'ailleurs, les défaillances, c'est qu'il faut des gens qui arrêtent parce que c'est la retraite. Enfin bon, c'est pas toujours. J'espérais qu'on sera dans les purs. Donc, si on est dans les purs, on sera à peu près dans une année normale. Est-ce qu'on en aura un peu plus pour rééquilibrer ce qu'il y a eu en moins en 2020 ? C'est possible. Mais la moyenne, la question c'est, est-ce que la moyenne 2020-2021 sera à peu près sur les 2 années comme une année habituelle d'une économie normale ? C'est un des enjeux. En tout cas, nous regardons. Les dispositifs sont très puissants. Nous allons aussi regarder dans certains secteurs qui vont reprendre peut-être plus doucement. Par exemple, l'événementiel. Quand on va redécider la mise en place des congrès, quelquefois des foires, des salons, il est possible qu'il y ait une durée pendant 3 mois, 4 mois, pendant lesquels l'activité n'aura pas tout à fait repris. Peut-être qu'on regardera à accompagner ces secteurs pendant cette période-là. Donc, il n'est pas question, naturellement, de continuer à appuyer aussi fort tout le monde, longtemps, mais on peut, par secteur, en sortie de crise sanitaire, en sortie de crise, d'accompagner un peu à la fois en diminuant pour qu'au bout du compte, chacun puisse reprendre une activité normale. Un mot sur le télétravail, sur lequel le gouvernement compte pour faire baisser cette fameuse courbe de contamination. Est-ce que les petites et moyennes entreprises jouent suffisamment le jeu ? Est-ce que les contrôles vont être accrus ? Tout d'abord, vous voyez bien que toutes les activités ne permettent pas d'avoir un taux de télétravail identique. Quand on est dans le bâtiment, quand on est... dans celles qui le peuvent, je pense que les petites entreprises jouent le jeu aussi bien que les grandes. Avec peut-être une petite différence, c'est la question de la relation humaine de l'entreprise, y compris les salariés d'ailleurs.
maintenant tiennent beaucoup à pouvoir garder cette relation avec leurs collègues, avec leur employeur, parce que dans une entreprise, le contact aussi, le lien personnel, dans l'ambiance de l'équipe, dans les projets, dans l'élaboration de la stratégie, ça compte. Donc, quand c'est possible, je pense que comme les grandes entreprises, les petites entreprises le font, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, y compris même chez les salariés, une volonté de mixter plutôt que d'avoir uniquement de télétravail. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne. Je pense qu'il faut qu'on trouve le juste milieu. Donc pas de contrôle renforcé pour les entreprises. Il y a eu avec les partenaires sociaux là-dessus un travail qui s'est fait, y compris avec les salariés. Les choses se sont passées correctement. Donc il y aura des contrôles, comme toujours il y a des contrôles, mais pas particulièrement sur ce sujet-là. Une question sur la fermeture des grands centres commerciaux qui a été annoncée vendredi, donc pour mise en application dès samedi soir, dès le lendemain soir suivant. Est-ce que ça a été bien perçu par les commerçants, le fait de changer de stratégie, et notamment le fait d'autoriser les grandes surfaces à ouvrir tous leurs rayons, contrairement à ce qui s'est fait un temps? D'abord, lorsqu'il y a eu fermeture dans la grande distribution de certains rayons, c'était pour mettre à égalité économique le commerce de centre-ville qui était fermé. Mais ça n'a pas été très bien compris et surtout pas très bien vécu par les clients ou les commerçants concernés. Des décisions comme celle-là ont toujours des effets, quelquefois d'incompréhension, de mécontentement. Il y avait un côté un peu ubuesque quand même dans la chose. Non, il y avait une volonté d'équité de traitement. Bon, entre ceux qui étaient fermés et pour avoir une équité de traitement avec la grande distribution qui était ouverte, mais avec des rayons fermés. Si vous êtes revenu dessus, c'est qu'il y avait des raisons aussi. Parce que dans un premier temps, il y avait une fermeture en centre-ville et pas de fermeture dans la grande distribution. Donc il y a eu des demandes d'équité de traitement qui ont été très rapidement prises. Là, ce que nous avons constaté, parce que ça part d'un constat, c'est qu'il y avait dans les galeries marchandes, on a vu des images, on a constaté à un moment donné, des situations, un peu le métro en heure de pointe, alors qu'on demande au théâtre, au musée, aux Français des conditions de distanciation. Et on voyait dans les galeries marchandes les gens serrés les uns contre les autres. C'était inacceptable. Bon, donc à un moment donné, notre volonté, c'est d'éviter le brassage, d'éviter d'avoir la possibilité de regroupement pour arrêter la diffusion du virus. Donc nous avons considéré que les galeries marchandes, les centres commerciaux étaient aujourd'hui un des endroits dans lesquels il y avait un sujet. Et donc la décision a été de fermer. Merci beaucoup. Merci Alain Griset d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane. On regarde la une de Ouest France. Attaque informatique, un fléau pour les entreprises. C'était la une de votre journal ce matin. Merci Stéphane. À demain. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires.